le transport avec mouvement de membrane, endocytose et exocytose. L'endocytose est la voie qui permet l'internalisation des solutés, de macromolécules ou de particules. On distingue la phagocytose, où les vésicules font plus de 250 nanomètres de diamètre, et la pinocytose, où les vésicules font environ 100 nanomètres de diamètre. Pour les particules de grosse taille, la cellule procède à la phagocytose. Deux types cellulaires majeurs sont spécialisés dans la phagocytose. Il s'agit des macrophages et des neutrophiles qui ingèrent des organismes bactériens et nous protègent ainsi contre les infections. La phagocytose met en jeu des récepteurs, des mouvements membranaires et implique un fonctionnement adapté du cytosquelette. Le phénomène est continu depuis le piégage jusqu'à la fusion du phagosome avec le lysosome. La membrane des vésicules d'endophagocytose contient des pompes à protons qui vont permettre l'acidification de l'intérieur du phagosome. Certaines bactéries infectent les cellules hôtes en détournant la machinerie phagocytaire. Par exemple, la salmonelle entérique et le bacille de la tuberculose. Dans les processus de pinocytose, on distingue 4 sous-types. La macropinocytose, la pinocytose clatrine dépendante, la pinocytose cavéole dépendante et la pinocytose non dépendante de clatrine ou de cavéole. La principale protéine des vésicules à clatrine est formée par un triskel à 3 jambes qui s'assemble au contact d'un récepteur transmembranaire. Sur ce récepteur est accroché un ligand à l'aide de protéines adaptatrices. La structure formée a la forme d'un panier de basket qui forme des invaginations appelées puits à clatrine. La dynamine est une GTPase recrutée au niveau du col des puits à clatrine qui forme un collier et permet la séparation de la vésicule de la membrane plasmique. La clatrine et les adaptateurs se dissocient après endocytose de la surface de la vésicule immédiatement après séparation. Le récepteur au LDL est un exemple type d'endocytose médiée par la clatrine. Des mutations sur le récepteur au LDL sont causativement associées avec la première pathologie autosomale dominante, l'hypercholestérolémie familiale. Lorsque le récepteur reconnaît mal son ligand, l'ApoB100, qui est la protéine majeure des LDL, les LDL s'accumulent dans le plasma, ne sont pas captés par endocytose au niveau principalement hépatique et vont se déposer dans les artères, augmenter l'athérosclérose et accélérer la survenue d'accidents vasculaires de type infarctus du myocarde ou AVC. Dans la plupart des cas, il s'agit de mutations du récepteur au LDL. On estime que c'est 90% des hypercholestérolémiques familiaux. Plus rarement, il s'agit de mutations sur le ligand du récepteur au LDL, à savoir l'ApoB100, qui est la protéine majeure des LDL, dans 5% des cas. Il existe aussi des mutations gain de fonction sur un inhibiteur du récepteur au LDL appelé PCSK9 dans moins de 1% des cas. Et enfin, de manière exceptionnelle, c'est une mutation qui est cette fois autosomale récessive. Il s'agit de mutations sur une protéine adaptatrice impliquée dans l'invagination des puits à clatrine, le LDL-RAP pour LDL récepteur adaptor protéine. Dans tous les cas, les personnes qui présentent des mutations sur le récepteur au LDL, l'ApoB, des mutations gain de fonction sur PCSK9 ou des mutations sur les 2 allèles de la protéine adaptatrice ont une clairance réduite du cholestérol LDL plasmatique et un risque cardiovasculaire tout à fait extrême. Le deuxième type de vésicule d'endocytose contient des cavéolines. Ces protéines s'associent à la membrane plasmique au niveau de régions très particulières, des microdomaines appelés radiolipidiques, qui sont riches en cholestérol et en glycosphéngolipides. La cavéoline ne se dissocie pas après séparation de la vésicule, contrairement à la clatrine ou aux protéines COP1 et COP2. Au niveau de ces radiolipidiques, on a une intégration de signaux moléculaires tout à fait remarquable.
Les récepteurs transmembranaires qui ont été endocytés peuvent être soit recyclés à la membrane plasmique, c'est le cas du récepteur OLDL, ils peuvent également être dégradés dans le lysosome, ou troisième possibilité, transférés vers un autre domaine de la membrane plasmique, on parle de transcytose. Le ligand, dans le cas du récepteur OLDL, il s'agissait de l'ApoB et du LDL, reste soit lié au récepteur et subit le même sort, soit, et c'est le cas le plus fréquent, il se dissocie du récepteur à pH acide dans les endosomes et finit dans le lysosome où il est dégradé. L'exocytose. Après avoir considéré le trafic vésiculaire entrant dans la cellule, nous allons aborder le trafic vésiculaire qui part du Golgi pour atteindre la membrane plasmique. Les lipides et les protéines membranaires assurent le renouvellement permanent des composants de la membrane plasmique, alors que les protéines solubles de l'intérieur des vésicules sont sécrétées. Les protéoglycanes et les glycoprotéines de la matrice extracellulaire sont sécrétées principalement par exocytose. On distingue l'exocytose constitutive, qui est un phénomène permanent et continu, commun à toutes les cellules eucaryotes, de l'exocytose provoquée, qui est régulée et principalement rencontrée dans des cellules sécrétoires spécialisées, comme les cellules endocrines et les cellules qui sécrètent des enzymes digestives au niveau du pancréas, par exemple. Pour l'exocytose provoquée, les substances sécrétées sont stockées dans des vésicules présentes sous la membrane plasmique. L'exocytose a lieu en réponse à un signal intra- ou extracellulaire qui agit sur la concentration cytosolique en calcium. Par exemple, la sécrétion d'insuline est régulée au niveau des cellules bêta des îlots de Langerhans pancréatique par l'entrée de calcium au niveau du cytosol. Dans certains types cellulaires, comme les neurones, le contenu des vésicules est déversé à l'extérieur sans fusion membranaire. La vésicule se reformant aussitôt en reculant, on parle d'un effet kiss and run. L'exocytose constitutive ne nécessite pas de stockage des protéines dans des vésicules et n'est pas sélective. C'est surtout le cas dans les cellules non polarisées comme les fibroblastes. Toutes les protéines semblent pouvoir être sécrétées, à l'exception des protéines résidentes de Golgi ou des protéines qui retournent vers le réticulum endoplasmique par la voie rétrograde. Les cellules spécialisées dans la sécrétion de solutés de façon rapide et sur demande concentrent d'abord ces solutés dans des vésicules sécrétoires. Au départ, les vésicules se forment à partir du réseau transgolgien. Ces vésicules voient leur contenu en soluté devenir de plus en plus concentré par réduction membranaire au moyen de vésicules recouverts de clatrine. C'est un mouvement rétrograde. En microscopie électronique, on va distinguer les vésicules sécrétoires matures. Elles sont enrichies en soluté et elles sont beaucoup plus denses aux électrons. Elles apparaissent donc plus sombres sur l'image car plus concentrées en substances à sécréter. Les protéines sécrétoires subissent souvent une série de clivages protéolytiques entre le réseau transgolgien et l'étape d'exocytose. Par exemple, ici, le peptide N-terminal, le propeptide, va être clivé et former des peptides matures sécrétés. Le clivage a lieu dans le réticulum endoplasmique, il peut se poursuivre dans le Golgi et dans la vésicule. Dans certains cas, des polyprotéines sont maturées par clivage protéolytique en une série de peptides matures. Ces clivages sont variables en fonction du type cellulaire. Par exemple, la pro-opiomelanocortine, qui est un précurseur, va donner de l'ACTH dans le lobe antérieur de la glande pituitaire et de la bêta-lipotropine. Dans le lobe intermédiaire de la glande pituitaire, on va avoir sécrétion de alpha-MSH, de gamma-lipotropine, de bêta-MSH et de bêta-endorphine. Ces maturations tardives des peptides permettent une activation au dernier moment qui évite qu'ils soient toxiques pour les cellules qui les produisent. C'est le cas de nombreuses enzymes hydrolytiques. En conclusion, les processus avec mouvement membranaire sont très importants au niveau cellulaire et font systématiquement intervenir le cytosquelette
de manière prépondérante.